Alors Jean-Luc Angot, vous êtes un quart d'heure keynote, on va essayer. Alors ça va pas être un exposé, mais ça va être un dialogue. Vous êtes président de la section prospective Société internationale du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux. Vous êtes vétérinaire et vous êtes un spécialiste du One Health. C'est ça qui nous intéresse. Alors le One Health, alors non, ce que je dois dire d'abord, je voulais pas oublier, c'est que vous avez préfacé un livre qui est absolument extraordinaire sur le One Health. Vous avez fait que la préface, mais elle est très bien. Mais après, ça montre. Je voulais le montrer parce que c'est un livre que, ouais, on voit pas très bien souvent à quoi ça correspond. Et c'est une mine d'informations. Et ça s'appelle Sortir des crises, One Health en pratique. Et c'est, alors l'édition, c'est, je sais pas comment on prononce. Coué. C'est un nom bizarre, mais c'est passionnant parce que c'est un peu toutes les facettes du One Health. Donc vous avez préfacé ce livre qui est passionnant. Alors le concept One Health, désormais tout le monde en a entendu parler. Tout le monde dit moi je fais du One Health, mais on ne conçoit pas forcément très précisément à quoi ça correspond, quelles en sont les conséquences concrètes. Comme le dit dans ce livre justement Sébastien Gardon, en somme, si on parle beaucoup de One Health, quand il s'agit d'en faire un programme d'action publique, les choses s'avèrent plus compliqué. Alors c'est vrai que tout le monde trouve ça bien de se dire que la santé animale, la santé humaine, la santé environnementale, tout ça est lié, évidemment qu'on vit dans un environnement qui a des impacts sur nous et que l'histoire du Covid a bien montré que des zoonoses pouvaient provoquer des choses terribles sur la planète. Alors justement, le concept One Health, il était à peu près il y a une vingtaine d'années, si je me trompe pas, on étudiait les zones les faunes sauvages. Et puis, à l'occasion du Covid, ça a pris une importance d'autant plus importante. Mais on a le sentiment que parfois, One Health, c'est surtout pour les mesures d'urgence de maladies émergentes et que c'est avant tout un problème de pandémie. Est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est beaucoup d'autres choses ? Merci beaucoup tout d'abord pour l'invitation et puis pour avoir parlé de ce livre qui donne effectivement un certain nombre d'exemples parce qu'on parle beaucoup de One Health et il faut aussi que ce concept se traduise par des mesures concrètes. Donc il y a déjà des initiatives mais ça demande à être développé. Alors ce concept One Health, c'est vrai qu'on en parle beaucoup et depuis la crise Covid, il a été mis en exergue, mais c'est un concept en fait qui est historiquement très ancien. D'ailleurs, on en faisait sans le dire à une époque. Il n'y avait pas vraiment de cloisonnement quand la médecine vétérinaire a été créée en 1761. Il n'y avait pas vraiment de cloisonnement et d'ailleurs à l'Académie de médecine, il y a eu tout de suite une section sciences vétérinaires qui a été mise en place. On a des antécédents bien entendu avec Pasteur. On est dans l'année Pasteur, c'est l'année de célébration de le bicentenaire de sa naissance. Il y a eu un certain nombre aussi de chercheurs qui ont dépassé en fait les barrières d'espèces, comme les virus. Je rappelle quand même que le mot vaccin vient de la vaccine de la vache, donc qui était la variole, et donc qui avait servi, le médecin anglais Jenner l'avait utilisé pour vacciner les humains contre la variole humaine. Et grâce à la vaccination, d'ailleurs, on est arrivé à éradiquer la variole en 1980. Donc on voit qu'il y a eu toujours un lien, un continuum entre médecine vétérinaire et médecine humaine et ça s'est un petit peu cloisonné au 19e et 20e siècle et c'est ça qu'on cherche à faire, c'est décloisonner en fait, parce qu'on a toujours le travail en silo qui est quand même assez spécifiquement français aussi, mais alors c'est bien qu'on ait des spécialistes, c'est extrêmement important, mais il faut aussi que quand on a une problématique complexe et dès qu'on parle du vivant, on est face à un phénomène complexe, il faut qu'il y ait plusieurs disciplines autour de la table. Et donc là, c'est vraiment ce que veut faire le concept One Health avec donc, bien sûr des médecins, des vétérinaires, mais aussi des écologues, des sociologues, des mathématiciens pour la modélisation, des philosophes aussi. Enfin, donc il faut vraiment convoquer toutes les disciplines. Et ça, c'est un peu un changement d'état d'esprit et de sortir aussi de sa zone de confort. Alors, pour revenir au Covid, est-ce qu'aujourd'hui on en sait plus sur l'origine? Est-ce que c'est vraiment une zoonose? C'est une maladie transmissible, transmise de l'animal vers l'homme. Et après, alors, on sortira, on verra bien que le constat qu'on fait, c'est que déjà, puisqu'on l'a vu avec le concept One Health, est-ce que c'est le pangolin ou la chauve-souris? Voilà. Et donc, qui a commencé, oui, voilà. Donc, ce qu'on sait déjà au départ, c'est que 60% des maladies infectieuses sont d'origine animale, des zoonoses.
Et 75% de ces maladies infectieuses émergentes, les nouvelles. Non, 60% pour les maladies de façon globale. Et en matière d'émergence, c'est 75% pour les émergences. Et on l'a vu, Arnaud Fontanet l'a rappelé tout à l'heure, au cours des 20 dernières années, on a eu 3 épisodes de coronavirus, donc le dernier était plus important. Mais à chaque fois, on a eu la faune sauvage qui était impliquée, et notamment la chauve-souris, avec des intermédiaires différents. Alors pour le SRAS, ça a été la civette, pour le MERS, c'est le dromadaire. Là, on a toujours une interrogation entre la chauve-souris et l'homme pour passer la barrière d'espèces. On avait évoqué le pangolin, a priori cette piste est évacuée. Il est possible même que ce soit une transmission directe de la chauve-souris à l'homme. Pour l'instant, on n'a pas encore suffisamment d'éléments et c'est vrai qu'on n'a pas non plus une transparence très, très importante de la part des scientifiques chinois pour nous dire ils avaient eux incriminé des produits alimentaires importés en Chine. Et on sait qu'on a plus d'1 million de virus inconnus dans les réservoirs mammifères et aviaires. On sait que les 2 principaux ordres qui peuvent être à l'origine de pandémies, ce sont les chauves-souris, justement, il y a plus de 1400 espèces de chauves-souris. C'est le deuxième ordre après les rongeurs. Et le rongeur aussi est un réservoir extrêmement important. Enfin, les rongeurs, de façon générale, sont... D'ailleurs, on parle de variole du singe, mais le singe, le pauvre, n'y est pour rien. Ce sont des rongeurs au départ. Ça a été mis en évidence sur des primates, mais au départ, ça vient des rongeurs. Donc il faut vraiment surveiller ces populations. Et comme vous l'avez dit, c'est un sujet de prévention. Il ne s'agit pas d'attendre que les choses arrivent, il s'agit d'anticiper, d'avoir des réseaux de surveillance de la faune sauvage qui permettent de voir quelles sont les possibilités de transmission à l'homme et surtout après de franchissement de la barrière d'espèces avec une transmission d'homme à homme. C'est vrai qu'en 2005-2006, on pensait que le virus, avec la grippe aviaire, que le virus H5N1 serait à l'origine de la pandémie, comme ça avait été le cas pour la grippe espagnole et puis ensuite la grippe asiatique et la grippe de Hong Kong. Fort heureusement, ce n'a pas été le cas. Il y a eu des transmissions à l'homme en Asie, mais il n'y a pas eu de transmission interhumaine. Mais ça peut toujours être possible. On a actuellement, vous le savez, vous en avez entendu parler, beaucoup de cas d'influenza aviaire dans la faune sauvage et domestique. Beaucoup d'ailleurs dans la faune sauvage actuellement, il y a beaucoup des espèces qui sont qui sont presque condamnées là en Bretagne, le fou de Bassan ou presque certaines espèces de goélands. Donc avec une grosse hécatombe parce que le virus est de plus en plus virulent et de plus en plus résistant. Et s'il résiste davantage et avec les oiseaux migrateurs, on a aussi la possibilité qu'il y ait des mutations, des recombinaisons qui en fassent un virus qui soit à l'origine d'une pandémie. Mais alors, le concept One Health ne concerne donc pas du tout uniquement les maladies émergentes, les zoonoses. Donc, quelles sont les implications pratiques concrètes pour les professionnels, pour la santé publique, pour les populations de ce concept One Health? Bon, il y a l'environnement, on se doute bien qu'il vaut mieux vivre dans un air qui n'est pas pollué, mais concrètement, qu'est-ce que ça apporte de plus, globalement, pour la santé publique, pour les professionnels et pour les populations? C'est justement d'avoir cette vision globale, parce qu'on a vu le rôle important des maladies infectieuses, mais on a aussi d'autres sujets dans One Health. Il y a l'alimentation, et on voit que l'alimentation, l'aliment, il est revenu en haut de la pile, avec la crise Covid déjà, parce qu'il a fallu nourrir les populations pendant les confinements, et puis également avec la crise ukrainienne, Ukraine-Russie. On voit bien que ce sujet de sécurité alimentaire, alors au sens quantitatif, est devenu un sujet extrêmement important. Mais le concept, excusez-moi, le concept One Health, c'est pas l'environnement d'un côté, l'alimentation de l'autre, c'est l'intrication de tout ça. Et justement, il faut qu'on ait cette vision globale. Et ça commence même à partir du sol. Il y a la santé des sols à prendre en compte, la santé des végétaux qui poussent dans ces sols, qui nourrissent après les animaux, et les animaux qui aussi nourrissent l'homme ou sont en contact avec l'être humain. Et dans un contexte, dans un écosystème particulier. Donc c'est vraiment tous ces aspects-là qu'il faut prendre en compte et ça nécessite de convoquer plusieurs disciplines, bien sûr, puisqu'on ne peut pas être spécialiste de tous les sujets. Alors il y a une conséquence immédiate qui est le prochain grand risque sanitaire dont on parle peu, on parle des pandémies, etc., mais ça va nous arriver, paraît-il, c'est l'antibiorésistance. Oui, et on est en plein dans le concept One Health. Et d'ailleurs, quand je vous ai parlé de l'épisode d'influenza aviaire de 2005-2006, ça a été à l'origine de la mise en exergue de nouveau de ce concept One Health par 3 organisations internationales, donc l'OMS, la FAO et l'OMSA, l'Organisation mondiale de la santé animale, avec 3 priorités. Donc d'une part, l'influenza aviaire.
D'autre part, la rage, qui est une maladie qui malheureusement fait encore plusieurs dizaines de milliers de morts à travers le monde, pas en France puisqu'on est indemne de rage, mais dans des pays en développement. Et puis c'est une maladie, je le rappelle, dès que les symptômes apparaissent, elle est mortelle à 100%, dans 100% des cas. Et d'autre part, l'antibiorésistance, parce qu'on voit bien que c'est un enjeu de santé publique majeur et qu'on a un développement, alors aussi bien avec l'utilisation des antibiotiques, bien sûr, en médecine humaine, mais aussi en médecine vétérinaire. Et d'ailleurs, il y a eu un plan spécifique qui a été mis en place, le plan Eco-Antibio, qui marche plutôt bien, puisqu'on a une diminution de 45% de l'exposition aux antibiotiques, donc dans les animaux de rente, essentiellement bovins, porcins et volailles. Donc c'est un sujet extrêmement important. Et alors il n'y a pas que l'utilisation en tant que médicament. Avec l'antibiorésistance, on a le sujet aussi de l'utilisation des antibiotiques dans l'alimentation des animaux. On a un certain nombre de pays dans le monde, notamment Amérique du Nord, Amérique du Sud et d'autres pays, qui utilisent encore les antibiotiques dans l'alimentation des animaux, alors que c'est interdit dans l'Union européenne depuis 2006. Et on sait que cette utilisation d'antibiotiques à des fins non thérapeutiques, mais uniquement comme facteur de croissance, est une source d'antibiorésistance très importante. On l'a noté d'ailleurs en Amazonie, où on a vu des taux d'antibiorésistance qui augmentaient du fait de l'utilisation de ces facteurs de croissance. Mais ce risque d'antibiorésistance, aujourd'hui, pour vous, il est sous contrôle ou en voie de l'être, ou c'est un vrai risque important? Non, je pense que, sous le contrôle des épidémiologistes, etc., un des prochains candidats à la pandémie, c'est certainement une bactérie résistante aux antibiotiques. Et ça, malheureusement, pour s'en prémunir, c'est très difficile parce qu'on ne sait pas laquelle. On ne sait pas si on aura un traitement ou un vaccin. Et donc, il est nécessaire vraiment de limiter l'utilisation des antibiotiques et les réserver vraiment à des usages d'antibiotiques critiques. Et ça, je vous ai parlé du plan Eco-Antibio. C'est bien qu'on fasse quelque chose au niveau de la France. Il y a aussi des actions qui sont faites au niveau européen. Mais ça ne peut se concevoir qu'au niveau mondial, puisqu'une fois que la bactérie est résistante, elle peut traverser toute la planète. Et donc là, c'est bien que les organisations internationales s'en saisissent également. Alors vous êtes vétérinaire, qu'est-ce que le concept One Health a changé pour les vétérinaires? Les antibiotiques, mais pas que. C'est bien que les vétérinaires aient été associés à la réflexion. Alors ça a mis un petit peu de temps pendant la crise Covid. Donc Arnaud Fontanet et le professeur Delfrécy peuvent témoigner que l'arrivée d'un vétérinaire au conseil scientifique a apporté... C'était bizarre quand même de mettre un vétérinaire. Ça a mis un an quand même, mais je pense que... D'ailleurs, il y a eu, à la suite des travaux du conseil scientifique, un avis spécifique sur One Health. Donc on voit que c'est quelque chose qui émerge. Alors c'était pas uniquement pour les sujets de contamination des visons ou éventuellement de réservoirs chez les chiens et les chats, c'est aussi pour apporter une compétence en matière d'épidémiologie populationnelle qui est assez classique dans le domaine vétérinaire, puisqu'on travaille sur des populations importantes, sur des cheptels. Et d'ailleurs, les laboratoires vétérinaires ont été sollicités aussi, car ils disposaient d'automates pour faire des tests PCR, et puis même des producteurs de réactifs de kits ont été aussi sollicités. Parce que je rappelle que les coronavirus sont connus depuis les années 30. Et le premier qui a été mis en évidence, c'est un vétérinaire donc pour la bronchite infectieuse des volailles. Et on sait d'ailleurs qu'on a des difficultés à avoir un vaccin, parce qu'on est obligé pratiquement de le changer tous les ans, parce qu'il y a une évolution un peu comme le virus de la grippe, quoi. Alors One Health, on pourrait rajouter un seul pays, une seule terre. Il y a une dimension internationale. Est-ce que les organismes internationaux ont bien pris les choses en main? Est-ce que c'est cadré ou est-ce que ça va un peu à volo? Parce qu'on dit le rôle de l'OMS, bon, c'est pas évident. Alors ça a été un petit peu long parce que on sait que c'est très très lourd, ces organisations internationales. J'y ai travaillé à l'OMSA, donc je sais comment ça marche. C'est très très lourd, mais il y a eu vraiment une prise de conscience. J'ai évoqué tout à l'heure cette alliance tripartite qui avait été mise en place après la crise grippe aviaire. Et là, il y a eu la création d'une alliance quadripartite en associant
le programme des Nations Unies pour l'environnement, justement pour intégrer cette notion de santé des écosystèmes. Et il y a un groupe d'experts international qui a été mis en place, donc de panels d'experts, une trentaine d'experts au niveau mondial. Alors donc des médecins, des vétérinaires, des écologues, des sociologues également. D'ailleurs pour la France, c'est un écologue, c'est Serge Morand qui fait partie de ce groupe. La première des choses a été d'élaborer une définition de One Health, parce que c'est vrai qu'on en parle beaucoup. Là, donc, il y a une définition officielle donc, qui est sur le site de l'OMS, que vous pouvez retrouver. Et ensuite, de mettre en place... On peut retrouver dans le livre aussi. Pour trouver dans le livre aussi. Et ensuite, des programmes, parce qu'il faut que tout ça, bien sûr, se traduise par des solutions concrètes. Et au niveau international, il y a aussi une initiative d'INRAE, du CIRAD et de l'IRD qui s'appelle PRESOD, donc pour prévention des pandémies d'origine zoonotique, qui est un programme de recherche, mais de recherche appliquée en lien avec la décision publique et vraiment résonnant au niveau aussi régional, parce que les problématiques ne sont pas forcément les mêmes. J'ai évoqué tout à l'heure le rôle de la faune sauvage. C'est vrai que les chauves-souris, ça sera plutôt en Asie, les rongeurs plutôt en Afrique, les primates. Donc il faut qu'on fasse aussi une cartographie des risques en fonction des régions. Et ça, bien sûr, ça doit être coordonné au niveau mondial, mais ça doit aussi émaner du terrain. D'accord. Est-ce qu'il y a une question que vous vouliez vous poser ? Me poser oui. En fait, que One Health... Pour conclure, qu'est-ce qui vous paraît important ? Parce que One Health, c'est un concept qu'il faut bien Justement, cerner. il faut que ça se traduise vraiment par des faits concrets. Et on voit des évolutions dans les mentalités. Donc le conseil scientifique a fini ses travaux, mais il va y avoir un conseil de veille et d'anticipation des risques sanitaires. Et j'ai eu un entretien avec Mme Brigitte Autran, qui est la présidente de ce comité, qui est en cours de formation. Et elle est vraiment très consciente de ces sujets One Health et elle intégrera des différentes disciplines dans son comité. Merci beaucoup. Voilà. Merci à vous. C'est fini pour ce matin.